C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Laurent Nunez en Algérie. La dernière visite d'un ministre français de l'Intérieur date de 2022 avec le déplacement de Gérald Darmanin. Au menu, l'épineux dossier des OQTF et le cas de notre confrère en prison Christophe Glaise. Le décryptage de Hasni Abidi dès le début de ce journal. Les JO d'hiver qui voient de plus en plus d'Africains sur les pistes. 14 athlètes des pays du continent sont en compétition, soit plus du double du nombre enregistré en 2022 à Pékin. Les détails à suivre. Et puis le Black History Month en France, cet événement qui a un demi-siècle aux États-Unis n'en est qu'à sa 7e édition en France. Quel objectif? Comment ce mois dédié à l'histoire des populations africaines peut-il faire avancer les questions mémorielles? Autant de questions que nous poserons à Karfa Diallo, fondateur de l'association Mémoire et Partage. Il est notre invité ce soir. Laurent Nunez est à Alger. Cela faisait 4 ans qu'aucun ministre de l'Intérieur français n'avait foulé le sol algérien. La dernière visite était celle de Gérald Darmanin et remonte à 2022. Faut-il y voir une amorce de dégel? Laurent Nunez parviendra-t-il à déminer les relations franco-algériennes? On en parle tout de suite avec notre invité Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonsoir Hasni, merci d'être avec nous. Alors le fait même que le ministre de l'Intérieur se rende à Alger, au point où en étaient les relations franco-algériennes, est un signe très positif. Oui, c'est un signe très positif parce que la relation a été quasiment bloquée, aucune visite de haut niveau entre les deux pays. Et donc, l'invitation faite par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd, à son homologue Nunes, est un pas en avance, un pas dans la bonne direction, puisque les deux, en tout cas, les deux ministères ont besoin de dialoguer et de se connaître surtout. Alors la fameuse question et épineuse question des OQTF sera certainement sur la table. Y a-t-il une chance que cela avance? Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait encouragé les Algériens résidant illégalement à l'étranger à rentrer en Algérie. Oui, c'est vrai que ça a été interprété comme finalement une contribution de l'Algérie sans qu'on lui demande d'ailleurs. Et ça, c'est un point important pour dire que l'Algérie n'est pas du tout opposée au retour de ses ressortissants qui sont à l'étranger, et notamment ceux qui, en fait, n'ont plus de raison d'y être. Le deuxième point important, c'est que, comme vous savez, les divergences sont plutôt surtout, et sont sur la forme. C'est-à-dire l'Algérie ne voulait pas d'une médiatisation des renvois et aussi donc de traiter l'affaire d'une manière consulaire, d'une manière respectueuse, alors que sous l'ancien ministre de l'Intérieur, il y avait une certaine médiatisation et aussi un usage politique a été fait à la question de l'OQTF, ce que l'Algérie ne veut pas. C'est une affaire qui doit être traitée entre les deux ministères de l'Intérieur sans qu'elle soit une affaire qui est exploitée dans les affaires politiques et surtout en campagne électorale française. Alors l'autre dossier, c'est celui de Christophe Glaise, notre confrère emprisonné en Algérie. Comment faire en sorte que la discussion soit apaisée et ne soit pas tout à fait comparable à celle de l'écrivain Boualem Sansal? Oui, c'est une bonne question. Je pense que, vous savez, c'est le retour de dialogue finalement entre les deux parties et notamment au niveau des ministres de l'Intérieur et qui pourrait finalement faciliter des discussions sérieuses une fois les procédures judiciaires épuisées de Christophe Glaise. Non, je pense qu'il y a une opportunité, il y a même des signes très encourageants. Le premier signe, c'est bien sûr le déplacement donc le changement de prison de Christophe Glaise qui a été transféré de la prison de Tizi Ouzou à Alger suite à la visite de Mme Ségolène Royal. Et on sait que plusieurs médiateurs, déjà, ils sont sur la liste pour demander le retour ou la grâce présidentielle. Il faut rappeler aussi une autre visite importante, celle du pape au mois d'avril ou au mois de mai en Algérie. Et on sait que Christophe Glaise fait partie, en tout cas, des minutes de discussion. Alors, on voit aussi que dans ce contexte mondial chaotique, l'Algérie soigne sa diplomatie sur le plan régional. Hier, le président du Niger, Abderrahmane Tiani, était en visite à Alger pour renouer les relations bilatérales. Il y a un lien étroit avec la visite de Nunes. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, avant son départ, à plusieurs reprises, avait parlé de la coopération sécuritaire avec l'Algérie et que la France ne peut pas se permettre de ne pas avoir de coopération avec Alger. On sait que d'abord, il y a des dossiers qui concernent les deux pays, qui sont importants pour la sécurité des deux pays, mais aussi la sécurité dans les pays du Sahel. Et l'Algérie, en renouant un petit peu avec un État important qui est le Niger, finalement aussi, elle étoffe, elle renforce
son expertise, sa connaissance des pays du Sahel. Et évidemment, ça montre aussi qu'il y a une prise de conscience de la part des deux capitales de l'importance d'avoir des relations continues entre deux pays qui partagent des grandes frontières avec des enjeux sécuritaires très importants qui dépassent la capacité d'un État seul dans la région. Merci beaucoup Hasni Abidi, merci pour votre décryptage. On en vient à la situation des étudiants au Sénégal. Une semaine après la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba dans des violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants n'ont toujours pas trouvé d'accord avec le gouvernement et la colère semble s'étendre dans d'autres universités comme à Saint-Louis au nord du pays. Notre correspondant Liman Dao a assisté à un sit-in des étudiants ce matin. Écoutez. Au total, une cinquantaine d'étudiants ont pris part à ce sit-in devant le rectorat de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants qui réclament entre autres le paiement des rappels des bourses dues aux ayants droit et que les étudiants arrêtés lors de la répression policière du 9 février à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui sont toujours en détention soient libérés. Les étudiants réclament aussi que toute la lumière soit faite sur la mort d'Abdoulaye Ba qui a été tué lors de cette répression policière. Ces derniers jours, l'autopsie de la victime a fuité dans la presse sénégalaise et chez nos confrères de Radio France Internationale. Une autopsie qui conclut à une mort violente, une autopsie refutée par le procureur de la République qui, dans un communiqué, parle de rumeurs sur cette autopsie et que les éléments actuellement disponibles, selon le procureur, ne corroborent pas à une thèse d'une mort violente, ce qui a depuis créé la polémique sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, je vous propose d'écouter le représentant des étudiants. On a constaté que les autorités, depuis leurs différentes sorties, sont en train de charger les étudiants en donnant des prétextes fallacieux ça et là. Il urge d'appeler à un dialogue et nous sommes preneurs. Nous avons dit qu'on est pour un dialogue. Que cet État-là revient à de meilleurs sentiments. Nous interpellons directement le président de la République qu'il sorte de son mutisme. Une source au ministère de l'Enseignement supérieur contactée au téléphone informe que des tractations sont actuellement en cours pour que le calme puisse revenir dans les universités sénégalaises. En 1984, Lamine Gueye a été le premier skieur africain noir à participer aux Jeux olympiques d'hiver. Aujourd'hui, 14 athlètes représentent des nations africaines, sont en compétition, soit plus du double du nombre enregistré en 2022 à Pékin. Laurent Berstécher. Ils viennent du Kenya, d'Érythrée, d'Afrique du Sud, de Madagascar ou encore du Bénin et représentent leurs pays respectifs aux Jeux olympiques d'hiver. Ces skieurs ont tous été repérés par Henry Rivers, fondateur de l'organisation NBS, qui vise à promouvoir l'inclusivité dans les sports d'hiver. Nous identifions, développons et soutenons des athlètes de couleur à travers le monde pour leur permettre d'atteindre le plus haut niveau. Sans NBS, certains de ces athlètes n'auraient pas pu participer aux Jeux olympiques. En tout, 14 athlètes représentant 8 pays africains sont en lice. Une minorité. Mais pour le skieur érythréen Shannon Abeda, la représentation de personnes de couleur a énormément progressé depuis sa première participation aux Jeux olympiques d'hiver en 2018. À Pyeongchang, c'était incroyable de voir certains pays africains aux JO d'hiver pour la première fois. Mais à Pékin, en 2022, il y en avait moins, notamment à cause du Covid. Donc c'est super de venir ici et de voir autant d'athlètes originaires de ces pays. Je me sens moins seul. D'autres participent aux Jeux d'hiver pour la première fois, comme le jeune skieur béninois Nathan Chibozo, bien décidé à profiter de l'expérience. Pour moi, c'est une grande fierté de représenter le Bénin. Donc je suis très content. En plus, c'est la première fois que le Bénin est aux Jeux olympiques d'hiver. Aucun athlète africain n'a encore décroché de médaille aux Jeux olympiques d'hiver. Mais pour Henry Rivers, ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'entre eux ne finisse sur le podium. Et ce soir, on vous parle du Black History Month en France. Cet événement né aux États-Unis, aux États-Unis en 1976, fête ses 50 ans ce mois de février. Il a pour but de réhabiliter les populations noires dans l'histoire. Qu'en est-il en France? On en parle tout de suite avec notre invité Karfa Diallo. Bonsoir Karfa, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, cela fait 7 ans que cet événement existe en France, je le disais. Quel est l'objectif en France et où en est-on sur le travail de mémoire, justement?
Ce travail de mémoire, il est en cours et c'est vrai que le Black History Month est vraiment l'événement phare du mouvement des droits civiques, l'événement phare de la visibilité des populations noires qui en Occident, vous le savez, depuis le XVe siècle, avec la traite des Noirs, l'esclavage, la colonisation, ont été souvent marginalisés. Donc cet événement, il est essentiel pour nous en France, d'abord comme exigence démocratique. Il s'agit de rendre nos sociétés plus honnêtes et plus justes. Les contributions des populations noires, que ce soit dans les sciences, dans les arts, dans les sports, dans la culture, ont souvent été invisibilisés et marginalisés. Et le Black History Month est vraiment cet événement qui permet de montrer que ces populations noires ont créé, elles ont inventé, elles ont marqué l'histoire de l'humanité d'une manière générale. Et pour nous, ça, c'est essentiel. Et donc, c'est vrai qu'en France, cet événement s'est exporté. On l'a pris en charge en 2018. Nous en sommes à la 7e édition. Par exemple, cette année, la thématique principale, c'est la thématique autour des héritages afro-andins, c'est-à-dire ces populations noires qu'on a amenées dans la cordillère des Andes, dans l'Amérique, dans l'Atlantique Sud, la Colombie, le Venezuela, le Pérou, qui ont aussi été déportés, qui ont aussi connu des phénomènes de marginalisation et d'invisibilisation. Donc oui, ce Black History Month est important et essentiel pour ça, parce que ça permet véritablement de rendre nos sociétés plus honnêtes, de reconnaître les contributions. Ce n'est pas une célébration, c'est un moment d'examen critique de nos sociétés et de reconnaissance des contributions diverses qui font les sociétés multiculturelles dans lesquelles nous sommes. Alors, est-ce que l'éducation nationale prend part à ce Black History Month aujourd'hui en France? Pour ce qui est de la France, c'est encore très difficile, c'est encore très compliqué. Puisqu'en France, vous le savez, on a ce mythe d'une société universaliste où effectivement on a construit l'identité nationale autour de la race, autour de la religion. Et tout ça, c'est vrai, ne permet pas l'expression et la prise en charge des mémoires particulières. C'est vrai que ces dernières années, on a quelques évolutions. Vous savez qu'il y a la loi Taubira qui a été votée en 2011. Cette année d'ailleurs, ce sera le 25e anniversaire de cette loi. Et ça a vraiment été un véritable booster de la prise en charge par l'éducation nationale. Aujourd'hui, les programmes scolaires de plus en plus parlent de l'histoire des Noirs, l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire aussi des sociétés africaines d'avant véritablement la traite des Noirs et l'esclavage. Donc, il y a une prise en compte, elle est encore extrêmement faible, extrêmement marginale, mais c'est l'action, je crois, de la société civile qui permet notamment aux enseignants de pouvoir asseoir leur enseignement véritablement sur la dynamique aujourd'hui des questions de discrimination systémique, d'héritage culturel à qui il faut donner un sens. Et c'est pour ça que ce Black History Month existe. Alors, parfois, le foot est plus utile pour répandre l'histoire. On l'a vu lors de la CAN avec le supporter Lumumba. Est-ce que ces personnages africains comme Sankara, Mandela, Lumumba, Niobé, etc., renaissent justement à travers cet événement? Absolument, absolument. Vous savez, quand on parle de Martin Luther King, lorsqu'on parle de Nelson Mandela, lorsqu'on parle de Lumumba, on ne parle pas que d'hommes noirs, on parle de dignité humaine, on parle de contribution, on parle d'une grande force, d'une grande puissance qui permet aujourd'hui de pouvoir vaincre les phénomènes de colonialisme ou de racisme. Donc oui, ces figures-là nous permettent de montrer que les populations noires, elles ont à chaque fois œuvrer, agir pour l'égalité, pour la justice, pour la réparation. Vous savez qu'il y a quelques jours, le Ghana a demandé à ce que la traite des Noirs et l'esclavage soient qualifiés de crimes contre l'humanité par les Nations Unies. Ça montre bien qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à une égalité réelle. Et le Black History Month se donne ce pari. Et cette année, vous le disiez, c'est le 100e anniversaire. Puisqu'en réalité, cet événement est né en 1926 aux États-Unis. D'abord comme semaine de l'histoire des Noirs. Et puis à partir de 1974, comme vous l'avez dit, comme le Black History Month, et cette année c'est le 100e anniversaire aux États-Unis. Eh bien en France, c'est la 7e édition que les réseaux Mémoire et Partage coordonnent. On espère véritablement que les institutions françaises sauront en faire un moment institutionnel, rassembleur, fédérateur, qui ne divise pas, mais au contraire qui permet de comprendre le présent et d'agir pour transformer nos sociétés vers plus de justice. Merci infiniment Karfa Diallo. Vous êtes le président et le fondateur de l'association Mémoire et Partage. Merci infiniment. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Si l'on vous dit territoire